Bonjour à tous. Une semaine après les élections communales et provinciales, c'est un 7e consacré exclusivement à ces élections que je vous convie, puisque mon invité n'est autre que le ministre wallon des pouvoirs locaux. Paul Furlan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc, je viens de le dire, entre autres ministre des pouvoirs locaux. C'est vous qui étiez donc le garant de la bonne organisation des élections communales et provinciales de dimanche dernier. Alors, en un mot, ça s'est bien passé ? Oui, c'était un défi. J'avais la charge de la responsabilité pour la première fois de l'organisation des élections communales sur l'ensemble du territoire wallon. Et donc, oui, ça s'est bien passé. Mon administration, mon cabinet ont vraiment extrêmement bien travaillé. 40 personnes sur le pont dimanche, des fonctionnaires qui ont été volontaires pour organiser ces élections. Un chiffre, bien en 2006, à 21h, nous avions 30%, le résultat de 30% des bureaux. À la même heure, à 21h, en 2012, 90% étaient affichés sur notre site. Donc on a pu informer, bien entendu, les médias qui sont friands de ce genre d'informations, mais aussi les candidats qui attendaient avec anxiété leurs résultats, et enfin les citoyens qui s'intéressent de près aux élections communales. Et donc oui, c'est une formidable réussite. Un autre chiffre, environ 400 000 visites sur notre site internet le soir des élections, qui étaient vraiment performants et qui répondaient à toutes les attentes, toutes les questions de nos concitoyens. C'était vraiment, je pense pouvoir dire aujourd'hui, une réussite, un gros travail, une grosse responsabilité, mais un ouf de soulagement aussi. Alors, comment est-ce que vous avez gagné ces heures, puisqu'on vote toujours partout, presque partout, avec encore un crayon rouge. Oui, tout à fait. J'ai cru vous entendre dire il y a quelques semaines que le vote électronique c'était du passé. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était le crayon rouge qui était du passé. Comment avoir gagné du temps ? D'abord, la question sur le vote électronique. Oui, je pense. En fait, dans la plupart des pays européens, on a fait vraiment une grande marche arrière. Et encore la Belgique, qui est le dernier bastion du vote électronique. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, pour des questions de contrôle démocratique. Aujourd'hui, à l'heure où on craque les ordinateurs du Pentagone et des grandes banques, on n'est jamais sûr que le vote enregistré par le citoyen sera le bon, même s'il sort un ticket, parce que dans la boîte, on ne sait pas comment le ticket est enregistré. Donc, toutes les associations de citoyenneté plaident pour le vote papier en l'état actuel, finalement, de la technologie. Et puis le coût, 4 à 5 fois plus cher. Quand vous multipliez 1 euro par 3,5 millions d'habitants, ça fait 3,5 millions d'euros. Si c'est 4 fois le prix, évidemment, ça commence à faire cher. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, oui, le vote électronique, sauf évolution de la technologie, je plaide pour le retour au vote papier. Et d'ailleurs, les résultats sont arrivés plus vite avec les votes papier qu'avec le vote électronique. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a une habitude aujourd'hui du vote papier, que les assesseurs sont rompus, que les témoins de partie sont rompus, que la transmission des informations par électronique va beaucoup plus vite, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis, à 21h, 90% des bureaux, et dans les 39 communes qui votaient électroniquement, ça n'a pas été plus rapide. Alors pour rester dans les nouvelles technologies, je crois que c'est en Estonie, Étienne Verrel nous le disait dans un journal de campagne, en Estonie, ils votent par SMS. On pourrait envisager dans 6-12 ans de voter avec... de cette manière-là ? Trop dangereux, encore plus dangereux démocratiquement. Effectivement, en Estonie, je me suis laissé dire qu'il y avait une expérience. On me dit qu'elle est relativement marginale. Mais là, je dirais que c'est encore plus dramatique ou plus grave démocratiquement que le vote électronique, puisque qui rédige le SMS Alors, c'est vrai qu'il y a des moyens, mais est-ce que le mari n'est pas au-dessus de l'épaule de son épouse ou le grand-père de son fils pour savoir de quelle manière il vote ? Le vote est quand même encore un élément secret, et je pense qu'il faut préserver l'isoloir comme une pierre précieuse, un outil de la démocratie, parce que la pression qui peut s'exercer, et nous pensons que la pression familiale peut être extrêmement forte. Et on peut admettre qu'un père ne vote pas comme son fils, qu'une femme comme son mari, et vous voyez les disputes que ça pourrait générer dans les ménages. J'imagine bien. Alors on en vient depuis lundi, est-ce qu'il y a eu des recours nombreux ? Alors aujourd'hui, au niveau de l'organisation des élections, il n'y en a pas eu. Il se peut que dans les 30 jours qui suivent, il y ait des recours sur la campagne électorale en tant que telle. Mais il faut savoir que ce type de recours se fait non pas devant le ministre des pouvoirs locaux qui sera un peu jugé parti, mais devant la commission des dépenses électorales, qui est une commission issue du Parlement wallon. Et donc nous ferons le bilan 45 jours après les élections sur ce type de recours, et je ne doute pas que, comme à chaque fois, il y en ait. Donc ça, c'est trop de dépenses électorales de tel ou tel candidat, par exemple ? C'est à la fois trop de dépenses électorales ou organisation de choses interdites, comme distribution de gadgets, comme des affichages qui sont supérieurs au nombre de mètres carrés permis. Enfin, il y a toute une réglementation assez complexe. Les balles du bourgmestre sont autorisées parce que c'est récurrent. Alors, les balles du bourgmestre sont autorisées s'ils sont récurrents. Ils ne sont pas autorisés si c'est la première fois qu'on les organise, et si leur vocation est essentiellement électorale. Donc c'est un petit peu pour ça que tous les balles du bourgmestre, chaque année, c'est en septembre ?
Sans doute. Moi, à titre personnel, je fais chaque fois le mien en septembre et cette année, je l'ai reculé en novembre, comme ça, je risque pas de problème. Allez, on en vient aux résultats proprement dit et aux négociations qui ont eu lieu par la suite. En tant que garant du respect du code de la démocratie, ça ne vous gêne pas quand un parti qui est premier ne se retrouve pas dans la majorité? Vous me parlez de l'alliance des battus. Oui. Ça existe. Mais le code de la démocratie, qui a déjà largement évolué, puisque aujourd'hui déjà est bourgmestre celui qui fait le plus de voix sur la liste la plus forte de la majorité, il y a déjà, par rapport à ce qui se passe à Bruxelles ou en Flandre, une avancée significative. Maintenant, on peut aussi admettre qu'au-delà de l'alliance des battus, deux partis qui, ensemble, représentent plus la population, finalement, s'allient pour battre un troisième qui, tout seul, est supérieur aux autres. Est-ce qu'il y a là un déni de démocratie ? Il y a certainement des questions à se poser, mais d'un point de vue démocratique, ou d'un point de vue légistique en tout cas, on ne contrevient pas finalement au code, et donc c'est permis. Et je ne vois d'ailleurs pas comment on pourrait répondre à cette question, puisque finalement, si vous représentez 30%, que votre voisin en représente 30 autres, et que moi, j'ai beau en représenter 40, vous deux, vous êtes quand même plus forts que moi, et vous avez un plus grand accord finalement avec la population. Donc, voilà. Au lendemain de chaque élection, ça choque un petit peu les lecteurs. Choque, il y a des débats. Et je comprends que les lecteurs soient choqués parce que, finalement, une personne ou un parti qui a recueilli la plus grande confiance d'une plus grande partie de ses concitoyens peut se retrouver dans l'opposition. Mais par contre, personne ne m'a jamais apporté de solution crédible, je dirais, pour résoudre ce problème. La démocratie, elle a parfois ses biais, ses erreurs. Ses contours, je dirais. On n'imagine pas que le code de la démocratie inscrive que le parti qui est premier soit obligé d'être dans la majorité. Ça vous paraît impossible? Ça me paraît impossible pratiquement sur le terrain. Alors on pourrait toujours l'inscrire, mais on peut imaginer que si on est premier avec 30%, on ne s'entend pas forcément avec le deuxième et le troisième, et donc on aurait une alliance de gens qui ne s'entendent pas. Je pense que pour le fonctionnement de la commune pendant 6 ans, ça pourrait essayer être très dramatique. Donc privilégions les équipes qui s'entendent, des équipes fiables, et admettons que de temps en temps, et c'est quand même pas la majorité des cas, il puisse y avoir des alliances qui soient, ou qu'on puisse percevoir comme étant contre nature. Alors vous avez dit, le bourgmestre, on sait qu'il doit être le candidat qui a le plus de voix sur la liste majorité de la majorité. Pourquoi ne pas mettre une règle pour les échevins? Pourquoi ne pas dire c'est ceux qui ont le plus de voix qui sont échevins? Parce que là, c'est un peu le parti qui décide, presque le bourgmestre qui choisit ses échevins. Oui, là également, il est question de cohésion. D'abord, vous avez besoin de compétences à l'intérieur d'un collège. Et on peut imaginer que s'il y a 5 personnes, 5 premières en voie de préférence, qui ont tous un profil d'échevin des finances ou d'échevin des travaux, ça ne soit pas peut-être l'idéal pour gérer la commune. Et donc, je pense que le bourgmestre doit pouvoir avoir son mot à dire sur la composition de son équipe. Nous n'oublions pas que c'est lui que la population va finalement juger. Et je pense, en tout cas, que la transparence sur la désignation du bourgmestre et l'avis de l'électeur me paraît être essentiel, mais je pense que celui-ci, s'il est responsable devant la population, doit pouvoir aussi s'entourer de gens sur qui il a un certain degré de confiance. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a des attrape-voix sur la plupart des listes? Alors peut-être, je ne pense pas que sur la plupart, parce que si j'analyse bien les choses dans la région du centre, mais également dans les autres communes de Wallonie, c'est quand même généralement les gens qui font le plus de voix de préférence qui se retrouvent au collège, à 1 ou 2 exceptions près, quand on a besoin d'aller chercher finalement une compétence particulière qui ne se retrouve peut-être pas dans la somme des voix de préférence. Donc ça ne bougera pas non plus? Non, ça ne bougera pas. Je pense que pour la stabilité, pour la bonne gestion aussi des communes, je pense qu'il faut faire confiance à nos mailleurs qui savent constituer des équipes derrière eux. Je pense que, allez, prenons dans le centre, le résultat électoraux montre bien que la manière dont ils ont géré ou la manière dont ils se sont entourés d'ailleurs a porté ses fruits puisqu'ils ont eux-mêmes été portés par les électeurs. On y vient. Donc votre parti, le PS, a connu ses meilleurs résultats dans le Hainaut et meilleurs encore presque autour de la ville de Thoin, donc dans la région du centre et à côté de cette région du centre. Quelle est votre analyse de ce succès en Hainaut du PS? Pourquoi plus en Hainaut qu'ailleurs? Alors, pourquoi plus en Hainaut qu'ailleurs? Je ne vais pas mettre ça sur le compte de la sociologie, parce que en 2006, nous avions connu un résultat qui n'était pas probant. Je pense que les équipes en place se sont investies. Je pense que dans la région, Laurent Devin et moi-même avons constitué des relais, tant sur le régional que sur le fédéral, qui ont permis à nos bourgmestres d'être plus dynamiques encore dans la gestion de leur commune, en rentrant des dossiers qui ont
pu être porté, subsidié. Donc je crois qu'ici, en tout cas en ce qui concerne l'équipe socialiste, et dans la région qui nous occupe, que ce soit La Louvière, Binche, Anderlues, Manage, Morlan, oui, et bien entendu, nous formons une bonne équipe, nous nous entendons excessivement bien. Alors nous ne sommes pas toujours de la même génération, je suis un peu maintenant plus âgé que les autres, mais je crois que cette équipe, elle porte un certain nombre de projets et que la population se rend compte. Pascal Oyo, qui est un de vos conseillers à Namur et qui est aussi bourgmestre de Manage, disait lundi matin, ça a d'ailleurs fait beaucoup rire Philippe Tison, un autre de vos conseillers, disait que les gens du centre votaient parce qu'ils avaient peur de Bart de Wever. Écoutez, ça, je ne pense pas que ce soit l'élément motivant ou dominant dans le vote. Je pense que certes, le Parti socialiste a l'image d'un parti de stabilité qui respecte finalement l'État Belgique ou la Maison Belgique, et sans doute ça nous porte, et le travail fait par Elio Di Rupo le démontre. Mais par ailleurs, je pense que sur le plan local, on le voit bien, ce sont les personnalités, les équipes en place qui ont été portées et qui ont été plébiscitées. Et je ne doute pas que les électeurs manageois, binchois, se soient prononcés pour Laurent Devin ou pour Pascal Oyo, parce que, uniquement en tout cas, parce que le Parti socialiste était un rempart contre la montée des extrémistes, mais plutôt parce qu'ils ont fait sur le plan local un excellent travail. Et quelle est votre vision de ce qui se passe en Flandre ? Écoutez, en Flandre, deux choses. D'abord, Bart de Wever essayait de faire de cette élection locale une élection de type national. Je pense qu'il n'a pas convaincu sur le sujet. Et par ailleurs, j'entends maintenant, suite à son succès, un certain nombre de voix, et notamment des voix médiatiques, qui jusque-là le portaient, se réveiller. Parce que son entrée à Anvers, si vous avez pu le suivre notamment sur les médias et notamment la télévision, faisait quand même méchamment écho à ce qui s'est passé dans d'autres lieux à d'autres moments, et je pense notamment en Allemagne au moment de la guerre 40, et là peut-être sa vraie personnalité a pu se révéler. En tout cas, c'est ce que nous en disent les médias flamands qui commencent peut-être à se rendre compte de la vraie personnalité de Bart de Wever. Et du danger qu'il représente pour l'avenir de la Belgique. Je pense que du danger potentiel qu'il représente pour l'avenir de la Belgique, vous avez raison. Alors on passe de Flandre et on va à Bruxelles. On a vu qu'il y avait pas mal d'accords entre le MR, le CDH et parfois Ecolo. Il se dit que pour 2014, ce sont des élections qui vous intéressent puisque vous êtes ministre wallon, il se dit que ces partis pourraient essayer de mettre le PS dehors au niveau du pouvoir régional wallon. Vous êtes inquiet ? On dit beaucoup de choses. Oui, certes. Moi, je remarque que si on voit les résultats en Wallonie, notamment, le PS reste largement le premier parti. D'accord, mais vous venez de me dire que si vous êtes premier, mais que le deuxième et le troisième tout à fait, sont plus forts bien que sûr, vous. Effectivement. Donc, il y a un risque. Moi, je pense que il y a eu quelques... vous savez, le système bruxellois, qui n'est pas le système wallon, où finalement la démocratie s'exprime de manière plus claire, et les Bruxellois ont sans doute intérêt à essayer de transférer notre code de la démocratie sur le leur. Ça éviterait un certain nombre de problèmes. Nous avons le problème de Joël Milquet. Alors moi, je ne sais vous dire si les socialistes locaux ont tort ou raison, mais en tout cas, inévitablement, on peut penser que ça a pu avoir des répercussions à Bruxelles. J'espère que ça n'en aura pas en Wallonie, parce que nous n'avons pas ce même type de démarche. Alors justement, on voit dans certaines localités, surtout les plus grandes, que le parti... Donc le grand patron intervient. Vous trouvez ça sain que finalement le parti... On sait qu'il y a des échanges. Par exemple, on sait que Verviers est intervenu dans ce qui s'est passé à Molenbeek. Vous trouvez ça sain qu'il y ait parfois des échanges entre communes ? C'est très marginal. Je pense qu'on se connaît. Oui, je pense que c'est très marginal. Ceci dit, nous formons... chacun des partis finalement forme une famille et qu'il y ait des interactions. Je me souviens en 2006 avoir pris un certain nombre d'accords à Thouin pour favoriser un certain nombre d'accords à Binche. Est-ce que c'est antidémocratique ? Est-ce que nous n'avons pas intérêt ? Et je ne m'en mords pas les doigts, puisque si je vois le succès de Binche aujourd'hui, je me dis a posteriori que j'ai bien fait de l'avoir fait. Oui, mais vous trouvez ça sain que des Binchois soient gérés, par exemple, par tel ou tel, parce que il y a une implication à Thouin ? Vous trouvez ça normal ? Écoutez, je n'ai pas ce sentiment. En tout cas, au niveau du Parti socialiste, il n'y a pas de directive de ce qu'on appelle le boulevard de l'empereur ou du président du parti. Nous avons totale liberté au niveau local. Mais que dans une fédération, on puisse, comme je vous l'ai dit, bien nous entendre entre bourgmestres socialistes et à un moment essayer de constituer une équipe pour négocier avec les autres formations, peut-on nous le reprocher ? Je pense que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire, mais c'est sans doute aussi ce qui fait notre force quand on reprend les communes que vous avez citées, la bonne entente, la fiabilité,
Le fait que on se rend des services finalement. Non, on travaille ensemble dans l'intérêt d'une région, dans l'intérêt de nos concitoyens, parce qu'on sait qu'ensemble on peut porter ces dossiers. Voilà, ça c'est la vérité. Il n'y a pas là de copinage mal placé, il y a plutôt l'envie d'ensemble de développer une région. C'est important pour une région, par exemple, on va prendre la région du centre, il y a 5 majorités absolues PS, il y a je pense 7 bourgmestres PS. C'est important pour une région d'avoir des bourgmestres du même parti? Ce sera plus facile à gérer? Non, ça je ne dirais pas. J'ai pas dit uniquement du PS, mais si on avait par exemple 7 bourgmestres MR, ce serait plus facile? Je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord une question de crédibilité, de fiabilité. Moi, je m'entends bien qu'un certain nombre de bourgmestres, y compris de la région du centre, qui ne sont pas du tout socialistes, mais que j'estime remplir leur mission de manière tout à fait correcte. Vous savez, un bourgmestre, c'est généralement quelqu'un qui est au-dessus des partis. Et s'il est trop impliqué dans son parti, eh bien, très vite, son taux de pénétration, comme on dit, ou son taux de confiance des citoyens va se racrapoter au niveau des électeurs de son parti. Non, un bourgmestre est par définition quelqu'un qui se situe au-dessus et qui rend des services à l'ensemble de la collectivité. Mais il a évidemment des opinions politiques et on ne gère pas sans doute une commune de gauche comme une commune de droite, et je pense notamment au développement des logements publics ou des logements sociaux. Alors il y a une question que j'adresse spécifiquement au ministre. Il y a certaines communes qui ne sont pas PS, qui ouvrent leur majorité au PS, et ils disent on a choisi un échevin PS parce que comme ça, on aura accès aux subsides. Et bien souvent, cet échevin est d'ailleurs le portefeuille des subsides. C'est pas très sain, ça. Non, c'est pas sain du tout. Je pense que, sans doute, c'est une exagération importante. Allez, je prends par exemple mon département, le département des pouvoirs locaux, qui est le principal pouvoir subsidiant. 99% des enveloppes à ma disposition sont réparties suivant des critères objectifs et le ministre n'intervient pas. Il reste 1%. Il n'y a plus de dossier au-dessus de la... Non, c'est fini. Pour moi, j'ai le fonds des communes. Mon plus gros budget, 1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros. Critères tout à fait définis par le Parlement. J'ai moi-même initié le droit de tirage, qui est des enveloppes tout à fait objectives pour la réfection de voirie. Vous savez, Binche n'obtiendra pas plus qu'Anderlu, mais Kékosine non plus. Il reste un certain nombre de cris d'impulsion, il est vrai, et en fonction du dynamisme local, effectivement, un dossier peut sortir plus facilement qu'un autre, mais on ne subsidie pas des mauvais dossiers. Vous savez, aujourd'hui, si le centre a les subsides qu'il a eus, c'est parce que ce soit à la Louvière, Manage et dans toutes les autres communes Binche ou les communes qui sont non socialistes. Peu importe qu'elles soient socialistes ou pas, parce que certains disent aussi, si on veut aider le sport, ce serait bien d'ouvrir au CDH, comme ça ce sera Antoine qui donnera. C'est vraiment, M. Furlan, c'est quand même quelque chose que l'on entend souvent. Oui, on l'entend souvent. Haut de la pile, mettre le dossier de son copain au-dessus de la pile, ça n'existe pas du tout. Écoutez, moi je dis que ces pratiques ont sans doute existé. Je pense que la société évolue, la gouvernance publique évolue aussi. Et vous savez, chacun des ministres doit aujourd'hui aller défendre toutes ces lignes de crédit devant le Parlement et doit prouver à l'ensemble des parlementaires, donc vous savez qu'ils représentent toutes les formations politiques, le fait qu'ils ont été objectifs. Ça se fait en pourcentage par province, en pourcentage par commune. Et donc si le Parlement décelait chez un ministre une volonté trop forte d'influencer les dossiers dans sa région ou dans sa commune, il serait vite accusé finalement de partialité. Maintenant, on est toujours de quelque part, et c'est sûr que moi, par exemple, j'ai un œil plus attentif à ce qui se passe ici dans le centre, à Thouin, à la Louvière ou à Charleroi, que ce qui se passe peut-être dans d'autres régions du pays. Mais sans bon dossier, pas de subside. Allez, on en vient justement à la province de Hainaut. On a reconduit le PS et le MR. On n'entend quasiment plus personne dire qu'il faut supprimer les provinces, c'est fini. C'était une petite crise d'écolo soutenue par certains socialistes. C'est fini? Les provinces vivront ad vitam? Je me permettrai de dire que j'initie une grande réforme sur les provinces. Je pense, moi, que les provinces ont un avenir. J'ai toujours dit, et que le slogan de la disparition des provinces a été porté notamment par les CDH et par Écolo plus que... Quelques PS. Et quelques PS un peu discordants, je dirais. Moi, je pense que les provinces ont un avenir si on les réforme, si on les modernise. Alors, ce que j'ai entrepris, c'est une réduction d'un tiers du nombre d'élus, c'est fait. Une réduction d'un tiers des dépenses de fonctionnement, c'est fait. Je pense maintenant qu'il faut réorienter leur action. Et vers quoi? Finalement, on sait que les communes ne savent pas remplir un certain nombre de besoins dits supracommunaux, en culture, en sport notamment. Moi, je pense que les provinces demain, si elles veulent prouver
de la nécessité de leur existence, doivent beaucoup plus venir en aide aux communes dans le financement de ce qu'on appelle la supracommunalité. Je l'ai dit en culture, en sport, en mobilité, en sécurité. Je crois qu'il y a là un rôle prépondérant. Et c'est un travail d'ailleurs que j'avais entamé avec Richard William lorsqu'il était député provincial et que j'espère entamer avec le futur collège provincial. Alors il faut avoir peut-être le courage de balayer devant sa porte, de dire qu'il faut dépoussiérer cette institution, mais il faut dire à ceux aussi qui, en termes de slogan, nous disent qu'il faut faire disparaître les provinces, mais par ailleurs, ils proposent de le remplacer par autre chose, qu'ils précisent les contours de cette autre chose, parce que charge t'appelle lapin, et remplacer une institution par une autre ne fera pas avancer forcément le schmilblick, si je peux me permettre cette expression. Alors, avant d'en venir aux analyses un peu plus pointues sur nos communes, en 2014, donc, il y a des élections. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer simplement, dur, ça. Il y aura des contradictions entre être bourgmestre et être député. Simplement, qui dans notre région pourra continuer à avoir les deux fonctions? Alors, eh bien, le Parlement... C'est pas simple, hein, Monsieur Furlan. Je vais essayer de le vulgariser. Donc, le Parlement ne pourra plus compter plus de 25% de personnes qui sont à la fois parlementaires et à la fois élus locaux. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas qu'à la fois le Parlement soit une assemblée d'élus locaux où chacun va défendre finalement son bout de gras ou le bout de gras de sa commune. Et d'un autre côté, le Parlement ne peut pas être désincarné des problèmes locaux parce que ça occupe une grande partie de notre travail. Et donc, comment va-t-on trouver ces 25% ? D'abord, on va le faire par groupe politique. Et ce seront par groupe politique les 25% les plus forts en taux de pénétration. Donc, taux de pénétration, c'est le nombre de voix de préférence par rapport à la population et le nombre d'électeurs. Voilà, parce qu'il est évident en nombre absolu, vous faites plus de voix si vous êtes à la Louvière qu'à l'Aube ou à Ouamanage, puisque la population est plus importante. Et donc, on fait un rapport entre le nombre de voix que vous avez obtenues et la population. On classe et on prend les 25 premiers qui représenteront Tout parti confondu. Tout parti confondu, qui représenteront les 25 élus qui sont censés représenter plus, finalement, l'intérêt des communes et de l'ensemble des pouvoirs locaux, intercommunal, province, à l'intérieur de notre Parlement. Et ce qui veut dire que dans notre région, si on prend les élections de 2012, donc celle de dimanche dernier, on a vu Jacques Gobet, Laurent Devin faire des très hauts taux de pénétration. Donc s'ils étaient élus députés, ou on prendra les élections de 2014 pour prendre les taux de pénétration. On prendra évidemment... Pas les communales. Pas les communales, on prendra le taux de pénétration de 2014. Bien sûr, 2014, mais je veux rassurer les supporters de Laurent Devin, il est candidat au fédéral, et donc il n'est pas touché par cette mesure. Donc cette mesure, dans notre région, ne s'appliquerait théoriquement qu'à moi-même et à Virginie Gonzalez, mais qui elle-même ne fait pas partie d'un exécutif local. Donc moi, j'aurais à me classer dans les 25% les plus forts en taux de pénétration. Mais là, sur l'ensemble de la Wallonie, le défi est important. Ça veut dire que certains bourgmestres ou députés vont devoir choisir au soir des élections de 2014. Ils seront finalement dans la même position que les ministres. Ils seront empêchés dans l'une ou l'autre de leurs fonctions. Mais j'ai toujours dit qu'empêcher, c'était empêcher de percevoir une rémunération, certes, mais pas empêcher de s'occuper de l'affaire de ses concitoyens. Et je pense que c'est ça vraiment qui compte, c'est que le bourgmestre restera le bourgmestre en titre et restera la personne qui a le plus la confiance de ses concitoyens. Il ne pourra plus, s'il choisit le Parlement wallon, momentanément signer les actes administratifs de la commune. Donc, c'est évidemment important, c'est un changement de mentalité, mais je pense que ça ne va pas changer fondamentalement le rôle des uns et des autres. Et en 2014, donc, si je me souviens bien, on ne pourra se présenter qu'à un seul endroit. Autre évolution finalement démocratique importante, plus fondamentale encore, celle-là me semble-t-il, puisque mieux comprise encore par le concitoyen, c'est que le citoyen nous dit tout le temps, vous comme moi, nous rencontrons dans nos métiers respectifs une multitude de gens, mais c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et il est vrai que si vous prenez un certain nombre de noms, d'élection en élection, qu'elle soit communale, provinciale, régionale ou fédérale, vous retrouvez toujours le même individu ou la même personne, quel que soit le parti d'ailleurs. C'est fini. Vous vous présenterez à une élection et vous devrez assumer le mandat pour lequel vous avez été élu et ne pas être en même temps sur plusieurs listes, rendant la lisibilité citoyenne et démocratique tout à fait impossible. Okay, allez, on en vient à la région du centre. Donc je l'ai dit, il y a 5 majorités absolues PS. Certains se réunissent pour le moment. Est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on n'ouvre pas la majorité absolue ? Vous, en tant que ministre, en tant que patron, un des patrons du PS en Hainaut, quand on vous téléphone et qu'on vous demande un avis, vous dites plutôt ouvrez ou n'ouvrez pas ? Très difficile de s'exprimer là-dessus, parce que je pense que ça dépend. D'abord, c'est l'autonomie communale et l'autonomie des USC, et vous savez à quel point j'y tiens. Donc,
je n'interviens nullement dans les accords de majorité locale, sauf si on en vient à me demander mon conseil et mon avis. C'est un peu ce que vous faites. Donc je dis que ça dépend de particularités locales, ça dépend du score que vous avez obtenu en majorité absolue, ça dépend aussi de ce que vous pensez finalement et des hommes et des programmes qui se situent dans les partis adverses. Hein, parce que c'est d'abord des élections d'hommes et de femmes, c'est d'abord gérer ensemble une ville, et je pense que, sur les programmes, il faut qu'ils soient compatibles, sur les hommes ou les femmes, il faut qu'ils soient compatibles, et donc l'objectif recherché, c'est plus d'efficacité dans la gestion, et c'est pas simplement ouvrir pour ouvrir et se taper dessus au lendemain des élections. Donc l'objectif est de constituer de véritables équipes. Je pense que ça se fait, mais je comprends aussi ceux qui, pour les raisons qui leur sont propres, préfèrent assumer finalement pleinement le mandat que l'électeur leur a finalement confié. Mais quand on a des toutes grosses majorités, à Mana, je crois que c'est 60 et quelques pourcents, à Anderlu, c'est des grosses majorités PS, est-ce que les problèmes qu'a connu le PS il y a 7-8 ans, qui ont amené d'ailleurs ces problèmes à une petite déconfiture en 2006, est-ce que ce n'est pas ces grosses majorités absolues qui ont généré les problèmes? On est parfois tenté, quand on reste une cinquantaine d'années au pouvoir tout seul, à peut-être faire des petits arrangements entre amis. C'est pas mieux d'ouvrir, d'avoir quand même un regard extérieur? Écoutez, si vous me demandez mon avis à titre personnel, moi, Antoine, j'ai une large majorité absolue et j'ouvre, non pas pour ces raisons-là, mais pour des raisons de renforcement de l'équipe. Mais prenons Manage, puisqu'elle a toujours été en majorité absolue, et vous voyez que dans les affaires, Manage n'a jamais été cité. Manage, hein, évidemment. Oui, bien sûr, mais pour vous dire qu'une majorité absolue, même forte, si à sa tête il y a une personne responsable et une équipe responsable, eh bien il n'y a pas de petits arrangements entre amis, il y a simplement de la bonne gouvernance. Et vous voyez que selon les cas, on peut être en majorité absolue depuis longtemps, est un modèle de gouvernance. Et je prends Manage, je pense que dans la région, c'est sans doute le cas qui s'applique le mieux, puisque c'est le seul cas où il n'y a jamais eu de majorité composite, si je ne m'abuse. Alors, on va prendre Estine. Aurore Tournon, nouvelle bourgmestre, a décidé de ne pas ouvrir une majorité qui est très courte, 10 sièges sur 19. C'est dangereux, non, ça? Écoutez, là encore, je ne donne déjà pas de conseils aux socialistes dont je suis issu, alors j'en donnerai encore moins au CDH, mais évidemment, on s'expose à quoi? Et là, permettrait de prendre une casquette d'analyste et de ne pas donner des conseils à un tourneur, mademoiselle, je crois, c'est qu'on s'expose à être l'otage de sa propre majorité, puisque demain, elle ne peut garantir que quelqu'un, parce qu'il est mécontent, parce qu'il n'a pas reçu le mandat auquel il pensait ou recevoir, changerait de camp. Et donc, moi, je pense que le problème de majorité absolue n'a pas trop d'importance si on garantit la gouvernance, mais surtout, il faut une majorité stable. Et là, je pense qu'elle prend effectivement, un risque. Mais c'est à l'assumer. Alors, on ne va pas parler des jeux de chaises musicales, parce qu'on va être honnête avec nos téléspectateurs. Nous avons enregistré cette émission jeudi soir, et probablement que vendredi ou samedi, on connaîtra le jeu de chaises musicales au niveau ministériel. Ça m'amène juste à évoquer un peu Charleroi, parce que je sais que vous êtes très proche de Paul Magnette. Le choix de Paul Magnette d'ouvrir à Charleroi la plus grande ville du Hainaut au CDH et au MR, c'est une bonne décision? Je dirais que c'est d'abord une décision difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix d'ouvrir, c'est évidemment faire chez soi un certain nombre de mécontents. Je pense que les enjeux de la ville de Charleroi, la reconstruction qui s'annonçait, nécessitaient que Paul Magnette le fasse. Et puis, vous me parlez aussi d'enjeux supralocaux. Je pense que Paul Magnette est quelqu'un dont les visées ne sont pas uniquement, les visées politiques ne sont pas uniquement celles de Charleroi. Je pense qu'il a eu l'intelligence, d'autres ne l'ont pas fait, d'essayer de réunir les grandes familles politiques. Et je pense que ce qui est fait à Charleroi, on parlait tout à l'heure des élections régionales, et la bonne entente dans laquelle ça s'est fait risque d'avoir une influence positive, là, vous parliez tout à l'heure d'influence négative, sur les relations entre les grands partis. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est une décision nécessaire, 2, elle était courageuse, et 3, elle sera efficace. Alors j'en terminerai par là, ce sera une question qui n'a rien à voir avec les élections communales. Vous êtes aussi ministre wallon pour la ville. Les 6 années qui viennent vont être très difficiles à gérer pour les nouveaux bourgmestres? Écoutez, en tout cas, l'état des finances locales est globalement bon. Si on prend la maison Belgique, on peut dire que ce sont les communes qui, dans la crise économique, s'en tirent le mieux. Mais un certain nombre de missions nouvelles arrivent sans cesse, et notamment du fédéral, pas toujours avec les moyens financiers. On pense notamment à tout ce qui se passe pour les CPS, cette exclusion des chômeurs à charge des communes. On peut penser à ce qui se passe en termes de sécurité, grosse demande des citoyens. Et donc, je ne pense pas que les communes seront un îlot de paix dans un monde en crise économique totale. Et donc, il y a aujourd'hui à gérer avec
beaucoup de prudence, beaucoup de vision à long terme, et je pense qu'on va, et je formule des propositions dans ce sens, devoir réorganiser le paysage communal, aller beaucoup plus vers la supracommunalité, sur l'analyse des besoins sur un bassin déterminé. Et vous savez, l'horizon des citoyens, il a changé il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on faisait tout dans sa commune, on n'avait d'ailleurs pas les moyens de locomotion pour aller autre part. Aujourd'hui, on a un bassin de vie plus large. Il y a 20 ans, il y avait déjà des automobiles. Oui, mais beaucoup moins en termes de mobilité, et puis des habitudes de population. Et donc aujourd'hui, on se déplace plus aisément. Et je pense qu'il faut réfléchir nos infrastructures sportives, culturelles, la mobilité, les infrastructures de sécurité. On va arrêter de mettre une piscine tous les 500 mètres. Exactement, pour ne prendre que ces exemples. Mais la CUC a donné un excellent exemple avec ce crématorium. Les bourgmestres, c'est l'avenir. Les bourgmestres se sont réunis. Je pense que le centre a été moteur en la matière. Ont décidé qu'il manquait une infrastructure, en l'occurrence un crématorium si je ne m'abuse, et puis ensemble on décidé de sa localisation, mais de son financement. Et donc ce n'est pas une commune qui va financer un besoin supracommunal, mais l'ensemble des communes. Je pense que l'avenir, c'est aller vers ça, mais aussi vers une réorganisation de la province, on en parlait, pour qu'elle vienne financer finalement aussi ou participer à une partie de la réflexion du financement et de la décision de ces infrastructures supracommunales. C'est ce qu'on appelle les bassins de vie. Oui, mais les communautés de communes. Ça a un petit peu du plomb dans l'aile. Hein. On en parle beaucoup. En tout cas, dans notre région, le bassin de vie Cœur du Hainaut, on l'a lancé il y a un an sur notre antenne et depuis, ça n'avance pas. Hein. Le bassin de vie de la CUC avance et puis logistiquement, il va avancer puisque ça fait partie de mon boulot en tant que ministre de la Ville de faire des propositions. Je les ai formulées dans un livre que je vous invite à lire, de la ville au bassin de vie, que j'ai fait d'ailleurs avec un de vos confrères, brillant d'ailleurs. Oui, tout à fait. De votre région. De ma région. et maintenant, il nous appartient de mettre cette proposition en débat et d'en faire quelque chose parce que, je le répète, je crois que la supracommunalité, au niveau de l'organisation des services, est sans doute l'avenir et la meilleure manière d'utiliser de manière rationnelle l'argent public, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un meilleur service au moindre coût. Et puis on ira aussi vers les bassins de vie européens, où là il y a beaucoup d'argent au niveau de l'Europe. Alors probablement, ça c'est un autre enjeu qui dépasse la sphère de mes compétences, mais effectivement l'Europe réfléchit alors pour les très grandes infrastructures, on peut penser aux lignes TGV, à la construction d'autoroutes, à aussi des bassins de vie uniformes, et elle va elle-même aider financièrement les bassins de vie qui se seront structurés parce que l'Europe plaide pour l'efficacité, notamment au niveau transfrontalier. Mais c'est l'enjeu des 2 ou 3 prochaines années. Il faudra que nous dépassions les égoïsmes communaux ou communaux, je ne sais pas si je dois le mettre au singulier ou au pluriel. C'est bien au pluriel, pour essayer vraiment de bâtir le service aux citoyens de manière différente. C'est l'avenir. Nous devrons nous y atteler, nous bourgmestres, dans les prochains mois, les prochaines semaines. Paul Furlan, merci beaucoup.